Bonjour, chers internautes de Marketing TV. Votre serviteur Maguette Camara Seck, je suis heureux de vous retrouver après une absence de plus de 2 mois due à certaines occupations professionnelles, surtout avec les cours en ligne. Et je salue de passage l'infatigable, l'éminent professeur Laïbamba Seck. Et, je démarre cette partie avec beaucoup de tristesse. Je dédie d'ailleurs cette émission, ce passage, je le dédie à un ami que j'ai perdu depuis mercredi passé, à l'occurrence M. Moustapha Diatta, qui est décédé à Ziguinchor et enterré hier. Un homme de valeur, un homme respectueux. Et je prie qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son saint paradis. Et voilà, donc toute cette émission, je dédie à cet ami Moustapha Diatta et à ses amis, à sa femme Alimatou Sané et à ses enfants Suleiman Diatta et Awa Diatta et Moussa Diatta. Voilà, donc il y a 2 mois de cela, on a commencé à parler, surtout à développer les financements à court terme. On a parlé des produits qui sont liés à l'exploitation et à la trésorerie de l'entreprise. Nous avons vu principalement les types de financement global de l'actif circulant et de la trésorerie de l'actif, en l'occurrence les crédits de trésorerie, la facilité de caisse, comme le découvert en compte, les crédits relais, crédits campagne. Et nous avons également fait un passage pour revisiter les techniques de mobilisation de créances, en l'occurrence l'escompte commercial, la loi de daily, la facturage. Et aujourd'hui, nous quittons l'horizon temporel du court terme pour atterrir au niveau des produits qui sont liés à l'investissement, ça veut dire le moyen terme et le court terme. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le terme d'aujourd'hui, qu'il s'agit le financement des investissements, et plus particulièrement le financement bancaire. D'abord, il faut savoir que quand on parle de financement, quand on parle d'investissement plutôt, c'est tout simplement l'acquisition par l'entreprise ou par l'entité de terrain, l'acquisition de terrain, concernant l'acquisition de construction également, de matériel également, l'acquisition de production. Et d'une manière générale, il s'agit tout simplement de l'ensemble des équipements ou d'outils dédiés à la production. L'investissement est le moteur de la croissance dans une économie de marché. En effet, le financement des projets d'investissement structurant même est source de création de richesses, que ce soit de richesses nationales et également de création de valeur ajoutée et de création d'emplois, que ce soit des emplois directs ou bien des emplois indirects. À ce titre, un célèbre auteur, un célèbre financier, économicien comme Helmut Schmidt disait que les profits d'aujourd'hui sont des investissements de demain et les emplois d'après-demain. Par conséquent, le financement des investissements est le moyen privilégié de réduction du taux de chômage. Taux de chômage qui monte surtout en Afrique.
Dans la zone, par exemple, que nous trouvons, dans la zone UEMOA, la problématique du financement des projets d'investissement se pose avec acuité, dans la mesure où la plupart des banques ne disposent pas de ressources adéquates, c'est-à-dire des ressources longues pour l'accompagnement de ces projets bancables. Parce que quand l'entreprise n'a pas assez de ressources pour couvrir les emplois stables, je parle des ressources stables pour couvrir des emplois stables, il sera difficile même d'avoir un équilibre financier, parce qu'il y a équilibre financier si et seulement si les ressources stables sont supérieures aux emplois stables. Donc il faut adosser les ressources stables aux emplois stables. Donc la mobilisation de ressources longues pour faire des emplois durables est la constitution sine qua non pour accompagner un projet d'investissement. Ça, c'est important de le savoir et de le souligner. Toutefois, il faut savoir que le financement des investissements peut être assuré par les moyens suivants. Quand on m'a mentionné, parce que l'autofinancement, et quand je parle d'autofinancement, on va revenir sur ces différents cas tout de suite. On va revenir détail par détail pour expliquer de quoi il s'agit réellement. Donc, j'ai dit que tout à l'heure qu'on pouvait avoir des types de financement, des investissements comme l'autofinancement d'une part. Il y a également les concours bancaires, pour souligner les concours bancaires moyen et long terme, parce qu'il y a des concours bancaires à court terme. Si ce sont des concours bancaires à court terme, ce sont des moyens pour financer l'exploitation qu'on a développée il y a 2 mois de cela. Et également, quand on parle de moyens de financement à moyen et long terme, on peut citer également le pool bancaire qui font appel public à l'épargne et les aides publiques également. Donc tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait l'autofinancement en tant que tel. Excusez-moi, on peut ajuster voilà, que ça sorte bien. Je crois que vous me percevez maintenant. Ouais. Donc concernant l'autofinancement, comme j'ai annoncé tout à l'heure, l'autofinancement est une opération par laquelle une entreprise donnée, une entreprise finance ses investissements par des ressources propres. Ça veut dire, quand on dit par des ressources propres, ça veut dire que sans avoir fait appel à des capitaux étrangers, sans faire appel à la banque. Et si donc les capitaux propres sont supérieurs aux immobilisations, là il y a autofinancement. Ou bien si vos capitaux propres parviennent à couvrir 100% vos immobilisations, là on parle d'autofinancement. Maintenant, les ressources propres susceptibles de financer, par exemple, les investissements, peuvent provenir des bénéfices de l'entreprise, ou bien, si ce n'est pas des bénéfices, il y a des réserves. Les réserves, également les amortissements des exercices antérieurs peuvent également servir cela. Il est très similaire à l'épargne chez les partis, surtout chez les partis particuliers. Maintenant, concernant ça, c'est l'autofinancement. Concernant maintenant les concours bancaires, comme je disais tout à l'heure, les concours bancaires, surtout à moyen et long terme, puisqu'on parle de produits qui sont liés à l'investissement. Pour ces concours bancaires, à moyen terme,
à moyen et long terme, finance les investissements ou bien finance même l'actif immobilisé. Si vous prenez votre bilan comptable, vous avez du côté du passif les ressources et durables ou stables, ça veut dire toutes les ressources qui sont appelées à rester plus d'un an dans l'entreprise. Et aussi du côté de l'actif, vous avez les emplois stables, l'actif immobilisé. Ces investissements permettent surtout à l'entreprise d'assurer ce qu'on appelle la réalisation de sa mission qui est sociale. Maintenant, le plan d'affaires, ou bien certains l'appellent le business plan, hein, constitue un document de base pour le banquier. Le banquier peut vous demander un business plan et c'est ce document qui va permettre à la banque, un document de base pour la banque dans l'étude même et l'instruction même du dossier de crédit. Parce qu'il y a un montage qui sera opéré par la banque. Il faut que la banque mesure la capacité financière même de l'entreprise parce que ce sont des risques quand même. Est-ce que l'entreprise, véritablement, l'investissement est rentable? C'est pour cela que quand vous établissez au niveau de votre business plan, la partie financière, on regarde est-ce que la vente est positive. Si la vente est positive, on dit que le dossier est bancable ou bien le projet est rentable. Donc la banque demande que l'entreprise fournit dans le dossier un business plan qui va permettre à la banque de mesurer la capacité financière de l'entreprise en tant que telle. Donc ça, c'est au niveau des concours bancaires, je parlais de l'autofinancement. D'une part, comme j'ai dit, l'autofinancement, c'est lorsque l'entreprise peut financer l'investissement par ses ressources propres sans avoir fait appel à un appel extérieur ou bien sans faire appel à des capitaux étrangers. Et je lui ai dit que pour l'autofinancement, il y avait des ressources susceptibles de financer l'investissement. Parmi ces ressources, ces ressources peuvent provenir, je veux dire, au niveau des bénéfices, réserves de l'entreprise en tant que, ou bien au niveau des amortissements des exercices antérieurs. Maintenant, ce que je viens de dire tout à l'heure concernant les concours bancaires à moyen terme, là, ces investissements permettent, c'est tout simplement quand les ressources que vous disposez peuvent financer l'actif immobilisé et là vous faites appel à un crédit à moyen, long terme ou un prêt auprès de la banque pour pouvoir couvrir l'actif immobilisé. Et ces investissements, comme j'ai dit, permettent à l'entreprise d'assurer tout simplement la réalisation de sa mission qui est sociale. Et maintenant, le plan d'affaires, il faudra le constituer parce que ça fera partie des documents que l'entreprise va demander parce que ça permet à l'entreprise de mesurer la capacité financière réelle de l'entreprise, la banque de mesurer la capacité financière de l'entreprise en tant que telle. Maintenant, concernant le crédit d'investissement à moyen terme, il faut savoir que finance essentiellement, il faut qu'on met les points sur les i, finance essentiellement les biens d'équipement, surtout les biens d'équipement amortissables, les biens d'équipement amortissables de l'entreprise sur une durée variant de 3 ans à 7 ans, parce qu'on parle du moyen terme en tant que tel. Maintenant, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, ils financent le cheptel, le crédit d'investissement peut servir de financement pour le cheptel, ou bien à la plantation en tant que telle.
Maintenant, le remboursement de ce type de crédit de moyen terme est assuré par les résultats qui sont dégagés par l'entreprise en tant que telle. Donc, vous voyez que la banque va étudier tout cela avec votre business plan. Maintenant, pour ce faire, il faut que le banquier, passera au peigne fin, le business plan de l'entreprise pour s'assurer que les hypothèques, excusez-moi, pour s'assurer que les hypothèses sont réalistes. Parce que si les hypothèses ne sont pas réalistes, la banque va rejeter. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des risques que la banque va prendre tout simplement parce que c'est l'argent de ses déposants et ses fonds propres que la banque va utiliser pour prêter à ses clients. Donc, il faut que la banque vérifie cela pour s'assurer que les hypothèses sont réalistes et par ricochet même, je dirais un optimisme sur les perspectives de remboursement. D'habitude, pour ces crédits à moyen terme, il y a un différé de paiement allant de 3 à 6 mois qu'il faudra négocier avec la banque. Et d'ailleurs, généralement, c'est accordé par la banque. En Suisse, la banque demande à l'entreprise un apport personnel qui peut tourner entre 20 à 30%. Entre 20 à 30%. Et donc, vous voyez que la banque n'acceptera jamais de financer à 100% un projet de l'entreprise. Donc, il faut toujours avoir un apport pour cela. Donc, l'apport peut tourner encore une fois, comme j'ai dit, entre 20 et 30%. Et vous pouvez bénéficier d'un différé de paiement allant de 3 à 6 mois, et ça dépend de l'importance du crédit. Et ça fait partie de ce qu'on appelle au niveau de la banque le schéma de financement. Ça, c'est donc aussi concernant, encore une fois, les crédits d'investissement à moyen terme. Concernant le crédit d'investissement à long terme, le crédit d'investissement à long terme finance par contre essentiellement les immobilisations lourdes. En l'occurrence, les constructions, les grands travaux également d'infrastructures routières, les grands travaux concernant l'aménagement et même les grands projets. Et c'est pour ça que sa durée varie de 8 à 20 ans. Tandis que pour le crédit d'investissement à moyen terme, ça va de 3 ans à 7 ans. Donc, ça, c'est surtout pour les travaux, les immobilisations qui sont lourdes. Ce type de crédit est toujours adossé sur des ressources d'emprunt obligataires. Je répète, quand on parle emprunt, il y a emprunt obligataire et emprunt bancaire. L'emprunt obligataire, on rembourse plusieurs prêteurs pour l'emprunt obligataire, tandis que l'emprunt bancaire, vous remboursez une seule prêteuse qui est la banque. Donc, c'est pour ça que comme ça finance des immobilisations lourdes, donc voilà, d'habitude, ce crédit est adossé sur des ressources d'emprunt obligataires. Et d'ailleurs, en plus de certaines banques qu'on appelle les banques primaires, il y a des institutions partenaires au développement des pays membres comme la Banque ouest africaine de développement BOAD, il y a également le BID, il y a également la Banque islamique de développement, il y a la BAD, qui participe à ce type de financement. La BAD, c'est la Banque africaine de développement qui a été dirigée pendant une vingtaine d'années par le feu Babacar Ndiaye, un grand banquier que nous prions qu'Allah Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Et également, il y a des institutions financières spécialisées qui peuvent participer à ces types de
financement des immobilisations lourdes. Maintenant, comme pour le crédit d'investissement à moyen terme, le banquier fera l'appréciation forcément du risque. Il y a un risque. Il fera l'appréciation du risque sur la base toujours du business plan ou bien du plan d'affaires. Pour le remboursement maintenant sera assuré par les cash flows dégagés par ce projet. Ça, c'est pour ça que la banque va passer peigne fin votre business plan. Et par contre, ici, le différé de paiement peut aller de 1 à 3 ans et pourrait être même accordé en fonction de la réalité de chaque investissement. Il est généralement demandé la constitution également d'un apport, comme le crédit à moyen terme, d'un apport de 20 à 30%. Maintenant, concernant toujours le financement de l'investissement, un autre type de financement qu'on appelle le crédit bail. Et les Anglais l'appellent leasing. Le crédit bail ou leasing en anglais, c'est une technique très répandue et c'est une technique de financement des investissements qui a beaucoup aidé surtout les petites et moyennes entreprises. Et ce type de financement de l'investissement est né aux États-Unis. En fait, c'est une opération de location d'un bien mobilier ou bien d'un bien immobilier, mais par contre, c'est assorti d'une promesse de vente au terme du contrat, ce qui fait l'importance et l'utilité de ce type de financement qui aide beaucoup les petites et moyennes entreprises. Donc là, comme je dis, le crédit bail est assorti d'une promesse de vente au terme du contrat. Et tandis qu'il y a la location financière, la différence avec la location financière, il n'y a pas, une promesse de vente à la fin du contrat. Donc ce n'est pas, le crédit bail, ce n'est pas une vente à tempérament, car l'utilisation du bien n'est pas propriétaire du bien financier. Donc ce n'est pas également une simple location, car ici le locataire a la faculté de rachat. Et ça, c'est important à signer. Ce n'est pas également une location-vente, car le locataire le locataire n'est pas obligé, même je veux dire, d'acquérir le bien loué après un certain délai. C'est vrai que la majeure partie souhaite acquérir le matériel à une location-vente, parce qu'il n'y a pas une obligation d'acheter le matériel à la fin, à terme même. Aussi, il faut savoir que cette technique de financement met en relation 3 acteurs. Parmi ces 3 acteurs, on peut citer, il y a le locataire ou bien le client, le locataire ou le client. Également, le locataire et le client qui est appelé le preneur. Par exemple, j'ai une entreprise, je veux acheter une nouvelle voiture pour la livraison du pain. Je suis le preneur. Il y a également le vendeur du matériel, c'est lui le fournisseur. Je veux acheter un matériel auprès d'une concession, par exemple, qui sont de la place. En fait de publicité, il y a IMG et consorts. Et donc, je reprends, je dis qu'il y a le locataire qu'on appelle le preneur, c'est le locataire ou bien le client. Et il y a ensuite l'autre partie, c'est le vendeur du matériel qui est le fournisseur. Et en dernier, il y a la société qui est spécialisée en crédit bail qu'on appelle le crédit bailleur ou bien il y a certains qui l'appellent le bailleur. Maintenant, les modalités pratiques à ce type de financement crédit bail. On ne peut pas parler de modalités pratiques sans parler
de mécanismes. C'est important. Concernant le mécanisme, le client identifie d'abord le matériel ou l'équipement dont il a besoin chez un fournisseur. Donc, il y a le client qui va aller voir un fournisseur pour localiser le matériel ou bien pour identifier le matériel dont il a besoin. Ensuite, ce même client, il fait intervenir un crédit bailleur. Ça veut dire une société spécialisée dans le crédit bail. Parce que c'est lui l'intermédiaire. Maintenant, cette société de crédit bail va acquérir le matériel ou bien l'équipement et lui donner ensuite en location pendant une période définie entre le client et le crédit bailleur. Donc, le crédit bailleur va l'acheter au comptant auprès du fournisseur. Ensuite, le louer à son client pendant une durée bien déterminée. Au terme maintenant de la période de location prévue dans le contrat, bien sûr, le bailleur propose au client la possibilité d'acheter le matériel ou l'équipement. Il peut le proposer à un taux qui est très faible. Ça peut être, 1%. Il peut mettre 1% parce qu'on ne peut pas demander un prix trop élevé parce que le client a fini de payer pendant des années, 2 à 3 années. Maintenant, à la fin, le bailleur va lui proposer d'acheter le matériel ou bien d'acheter l'équipement à une valeur qu'on appelle la valeur résiduelle ou bien à une autre, ou bien appelée la valeur de rachat du bien. Ainsi, le client locataire dispose d'une option d'achat. J'ai bien dit d'une option d'achat parce que ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, quand je parle de faction d'achat, ça veut dire la faculté de devenir propriétaire définitif du matériel ou bien de l'équipement en payant la valeur résiduelle. La résiduelle peut être 1% ou 2% du montant, ça dépend du contrat. Maintenant, le client dispose également de 3 options à l'issue du contrat. 3 options. La première option, c'est quoi? C'est le fait soit de racheter le matériel pour un montant déterminé au départ du contrat, bien sûr. Ça veut dire que maintenant, ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire le départ, on a mentionné, on a déterminé un montant qui s'appelle la valeur résiduelle. Ou bien l'autre option, c'est quoi? C'est de poursuivre la location avec les loyers pouvant éventuellement être minorés. Et troisième et dernière option, c'est tout simplement de restituer le matériel ou l'équipement au crédit bailleur. Parce que là, il n'y a pas d'option, on n'a pas pu peut-être tomber d'accord sur la valeur résiduelle. Maintenant, quitte à lui de trouver un repreneur, ça veut dire un bailleur. Maintenant, ça c'est le mécanisme du crédit bail en tant que tel. Maintenant, quelles sont les descriptions synoptiques du processus? Premièrement, le client choisit son matériel chez un fournisseur. Ensuite, le bailleur et le client signent un contrat de crédit bail. Et ça, c'est important. Sur la base, bien sûr, de la facture pro forma qui a été proposée de l'équipement ou bien du matériel. Donc, premièrement, j'ai dit, le client choisit son matériel chez le fournisseur. Deuxièmement, le bailleur et le client vont signer un contrat de crédit bail. Et troisièmement, le bailleur maintenant commande. C'est le bailleur qui commande, ce n'est pas le client. Le bailleur commande et achète le matériel ou l'équipement pour le compte du client et au comptant. Ensuite, le fournisseur, l'étape suivante, ça veut dire que le fournisseur, si c'est une voiture, EMGF va livrer la voiture ou bien le matériel au client.
Et cinquièmement, le fournisseur maintenant facture le bailleur. Oui, il va les facturer pour que le bailleur paye au comptant. L'étape suivante, c'est quoi? Le bailleur va établir un échéancier avec son client. Oui, parce que le client doit rembourser mensuellement. Donc, il va établir un échéancier selon les termes du contrat. Et après, par la suite, le client paye les loyers au fur et à mesure au bailleur. Maintenant, au finish, au terme du contrat, le client paye la valeur résiduelle que je parlais tout à l'heure et devient propriétaire de l'équipement ou bien propriétaire du matériel. Donc ça, c'est surtout quand on parle de la description synoptique du processus. Maintenant, quels sont les éléments, les véritables éléments caractéristiques du crédit bail? Parmi ces éléments caractéristiques, on peut noter le prix de vente. Également, il y a la durée. Par exemple, le prix de vente ou bien le prix d'achat du matériel. En fait, il faut noter que c'est le prix auquel, quand on parle du prix de vente ou prix d'achat, c'est tout simplement le prix auquel le bailleur achète le matériel ou l'équipement au fournisseur, bien sûr. Et il est indiqué hors taxe et d'habitude figure sur le contrat, bien sûr. Et les loyers sont calculés sur la base de ce prix hors taxe appelé aussi assiette. Hein? L'assiette du crédit. D'habitude, c'est ce terme qu'on utilise. Hein? L'assiette du crédit bail. Il est librement négocié, il faut le noter, entre le client et le client futur locataire et le fournisseur, en fait. Donc ça, c'est concernant le prix de vente ou bien le prix d'achat. Maintenant, pour la durée de l'opération. En fait, c'est la période prévue contractuellement entre le bailleur et le client, pendant laquelle le matériel ou l'équipement sera loué. Cette durée est en principe irrévocable, mais le bailleur va pouvoir déroger à ce principe et accepter surtout un rachat anticipé. Un rachat anticipé. Maintenant, la durée, excusez-moi, j'ai un problème technique. Cette durée, il faut savoir que j'ai dit que tout à l'heure, pour la période, c'était prévu contractuellement et que le bailleur peut parfois déroger à ce principe et à rachat anticipé. La durée varie selon les matériels ou selon les équipements financiers et toujours en fonction des biens. Ça, c'est important parce que chaque matériel a une durée de vie. Concernant les loyers aux redevances, on ne parle ni de remboursement, on ne parle ni de remboursement d'échéance, je vous l'ai dit, ni d'intérêt également en crédit bail, mais de loyers. Donc, ça, en crédit bail, sont des loyers, parce qu'on vous loue un matériel que vous devez payer mensuellement un montant. Donc là, on parle ni d'intérêt en crédit bail, mais on parle de loyer. Et ce sont maintenant des montants qui sont payés par le locataire à chaque échéance mensuelle, bien sûr. Et bon, ça dépend. L'échéance peut être également trimestrielle ou bien annuelle, en fonction du type de bien, bien sûr. Cela permet aussi d'adosser le paiement des loyers aux rentrées cycliques, bien sûr, ou bien aux rentrées réguliers du chiffre d'affaires. Ça, c'est important.
parce que cet adossement s'impose. Et maintenant, les loyers sont généralement payés d'avance, car le premier versement a lieu en même temps que la livraison du matériel. Et ça aussi, des fois, il y a des mauvais calculs qui se font. Et il faut que si vous aspirez à trouver, ou si vous voulez un crédit bail, il faudra tenir compte de cela, que les loyers sont généralement payés d'avance. Maintenant, pour la valeur résiduelle en tant que telle, ou bien option d'achat, c'est le prix. Il faudra noter que c'est le prix qui a été convenu d'avance, auquel le bailleur cédera le matériel ou l'équipement au terme du contrat. Et je précise, c'est au terme du contrat de location, si par exemple le locataire souhaite l'acheter, puisque ce n'est pas une obligation que, comme je l'ai souligné tout à l'heure. La valeur résiduelle ou bien l'option d'achat est un pourcentage du prix d'achat hors taxe. Pourcentage du prix d'achat hors taxe. Généralement, c'est compris entre 1% et 5%, et ça peut monter, mais généralement, c'est compris entre 1 et 5%. Toujours concernant la valeur résiduelle, il faut savoir que n'est pas donc un montant en sus du principal payé, mais plutôt c'est une valeur déduite sur le principal de la valeur hors taxe, ça veut dire que de l'équipement ou bien du matériel. Maintenant, quelles sont les garanties qui sont exigées? Il faut savoir que la principale garantie exigée du crédit bailleur repose sur la propriété du bien loué. Toutefois, pour des raisons de sécurité, des garanties complémentaires, et quand je parle de garanties complémentaires, ça peut être des garanties réelles ou bien ça peut être des cautions, peuvent être sollicitées en fonction de la nature de l'opération en tant que telle. Donc ça, c'était voilà ce que je pourrais dire pour le crédit bail en tant que tel. Maintenant, toujours dans les crédits bail, mais concernant les crédits bail mobiliers. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de vous expliquer les modalités de paiement concernant le leasing, ça veut dire le crédit bail en tant que tel. Maintenant, il y a le crédit bail mobilier en tant que tel. Donc, vous savez que le client choisit toujours dans le crédit bail, le client choisit le bien, cette fois-ci, il choisit le bien meuble à usage professionnel, dans la pratique. Il choisit le bien meuble à usage, j'ai dit le bien meuble à usage professionnel, devant faire souvent l'objet de l'opération de crédit bail et pour une durée qui peut aller jusqu'à 7 ans en général 7 ans. Le locataire, en sus du paiement des charges, bien sûr, locatives, doit également assumer les charges relatives au coût de la livraison. Et également doit assurer des charges relatives aux assurances et aussi à l'entretien et aux réparations. Ça, c'est pour le crédit bail mobilier. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre le crédit bail qu'on parlait tout à l'heure. Donc, le crédit bail mobilier, je répète encore une fois, il appartient aux locataires en dehors des charges locatives relatives au coût de la livraison locative. Il y a des charges relatives à la livraison, aux assurances, à l'entretien et aux réparations. Le client doit indiquer sur le bien loué une mention faisant également ressortir la propriétaire du crédit bailleur. Également, le bien peut être modifié avec surtout l'accord toujours de ce dernier. Et toute avarie, par exemple,
doit lui être signalé. Il se réserve le droit d'inspecter le bien. C'est tout à fait normal. Maintenant, à l'issue de la période qui est irrévocable de location, le client a le choix entre les trois options qu'on a citées tout à l'heure. Et ça, il faudra savoir cela. Merci, honorable professeur Fall. Merci à tout le monde pour vos encouragements. Merci, merci beaucoup. Maintenant, concernant toujours pour le crédit bail mobilier, il y a des aspects qui sont juridiques. Et quand je parle d'aspects juridiques, c'est juridique et fiscaux. Ça veut dire que là, du point de vue juridique, il faut savoir que l'opération de crédit bail se présente essentiellement comme un contrat de location d'un bien pour une période irrévocable. Et surtout, tout cela est assorti d'une promesse unilatérale, de vente. Du point de vue fiscal maintenant, dans les comptes de la société de crédit bail, il faut savoir que le bien faisant objet du contrat de leasing, des produits d'exploitation, plutôt, je peux l'expliquer, ça veut dire que ici, le bien en tant que tel, qui faisant l'objet du leasing, donne lieu surtout à des amortissements. D'abord, il faut noter cela. Ça veut dire que ça donne lieu à des amortissements. Donc, c'est pour ça que je parle sur le plan fiscal. Maintenant, il y a des redevances qui sont considérées comme des produits d'exploitation. Cependant, pour le locataire, ces redevances constituent des charges d'exploitation qui lui sont facturées avec la TVA, ça veut dire avec la taxe sur la valeur ajoutée. Et ça, c'était sur le plan fiscal. Maintenant, l'aspect financier du crédit bail immobilier en tant que tel, c'est quoi? Quand on parle de l'aspect financier, il faut savoir que le client remboursera périodiquement, bien sûr, des redevances. Mais par quoi? Par les cash flows. Et quand je parle de cash flow ici, ça veut dire par l'autofinancement en tant que tel. Ça veut dire cash flow futur de l'exploitation. Et cette technique affectera alors la capacité d'endettement de l'entreprise. Parce que puisque c'est lié au cash flow futur. Et c'est ça. Donc forcément, ça affectera la capacité d'endettement de l'entreprise. Mais c'est un procédé, il faudra noter également que c'est un procédé souvent, ça dit cher, de financement des investissements. Maintenant, quels sont les avantages du crédit bail immobilier, puisqu'il en existe? Il faut savoir que ici, le bien est intégralement financé par le bailleur. Le bien est intégralement financé par le bailleur. Tandis que dans le crédit classique, il faut mobiliser un apport personnel à l'ordre de 20 à 30%. Et la durée est supérieure à celle des ventes à tempérament classique. Et d'ailleurs, parmi les avantages, il faudra noter également que c'est un moyen de financement par excellence pour certaines entreprises ne disposant pas de ressources longues. Parce que les entreprises qui ne disposent pas de ressources longues, ils ont besoin de ces types de crédits pour remplacer ces ressources. Maintenant, si on va aborder toujours dans le domaine du crédit bail. Je vous rappelle que vous êtes avec votre serviteur Maguette Camara Seck. Je suis analyste financier et formateur en banque. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est le financement des investissements. Et comme je l'ai dit dès le départ, j'ai dédié cette émission à un ami décédé hier qui a été enterré à Ziguinchor, en l'occurrence Moustapha Diatta. Maintenant, on va aborder cette fois-ci le crédit
bail immobilier. Puisque nous venons de terminer avec le crédit bail immobilier. Il faut savoir que le crédit bail immobilier est une opération de location d'un bien immobilier à usage également propre professionnel à une entreprise. Maintenant, lequel bien et lequel des biens est acheté ou construit par un crédit bailleur demeurant le propriétaire. La durée du crédit bail immobilier varie de 15 à 25 ans, suivant bien sûr la nature des investissements. Le locataire n'a le droit ni à la révision triennale du loyer, ni de se prévaloir de la faculté de résiliation normale d'un bail commercial. Par exemple, en France, si on peut prendre un exemple, en France, par exemple, les opérations de crédit bail immobilier sont très encadrées par la loi. Tandis que dans la zone UEMOA, ces types d'opérations sont très rares. Très rares. Et les contrats et afférents sont régis par le droit commun OHADA, bien sûr. Maintenant, quelles sont les autres opérations de crédit bail? Nous avons le leaseback. Quand je parle de leaseback, le leaseback c'est tout simplement un montage permettant à une entreprise de céder ses immobilisations à une société de crédit bail, qui en retour lui laisse la jouissance dans le cadre d'un contrat bien établi, d'un contrat de crédit bail. En général, la cession est exempte de droit de mutation et le rachat en fin de contrat sera soumis, bien sûr, au taux réduit. Cette technique permet alors à l'entreprise de trouver des capitaux frais pour assurer, bien sûr, son développement. Un autre type de crédit bail qu'on appelle le leasing adossé. Le leasing adossé. Le leasing adossé également, c'est un montage par lequel une entreprise vend des matériels ou bien vend le matériel qu'elle produit à une société de crédit bail qui le laisse à la disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail, bien sûr. Ensuite, l'entreprise sous-louer, ça veut dire sous-louer le matériel en question dans des conditions similaires à celles d'un contrat de crédit bail dont lui-même est bénéficiaire. Donc voilà ce que je vous dis à partir du crédit bail. Voilà, chers amis, j'avais au moins 40 minutes ou 50 minutes, il est 15h50, pour commencer. Ce n'est que la première partie. Concernant le financement de l'investissement, je rappelle que le financement de l'investissement fait partie des produits liés à l'investissement. Ça veut dire c'est le moyen et le long terme. Et nous avons commencé, nous avons vu le concours bancaire, nous avons vu l'autofinancement, les crédits bail immobiliers, les crédits bail immobiliers, et nous avons vu certaines modalités et les avantages de ces types de financement de l'investissement, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Et nous avons également vu le crédit bail immobilier, quels étaient les aspects généraux et les aspects juridiques même et fiscaux de ce crédit bail. Nous avons également visité l'aspect financier de ces types de crédits et nous avons abordé tout à l'heure le crédit bail immobilier et certains crédits bail comme le leaseback et également le leasing qui est adossé. La prochaine fois, on pourra attaquer toujours dans les financements de l'investissement le pool bancaire. Quand on parle de pool bancaire, c'est également appelé le crédit consortium, et
qui est basé sur le principe sacro-saint de division ou de partage des risques entre les banques. Il y a plusieurs institutions et banques qui se réunissent pour intervenir dans le financement d'une grande entreprise, et d'habitude ça concerne le secteur primaire. Et quand je parle du secteur primaire, on pense au coton, on pense au pétrole, on pense au cacao et consorts. Voilà, chers internautes, de passage, je salue tous mes collègues professeurs et je salue également tous mes amis étudiants, et félicitations à tous les étudiants qui ont réussi le BTS, et ceux qui n'ont pas pu, qui ne se découragent pas. Et dites-vous que l'expérience égale la somme des erreurs corrigées, assimilées et assumées. Et préparez-vous pour l'année prochaine, ce sera la bonne. Voilà, je vous dis bonsoir et à la prochaine. Merci et au revoir.